Alors quand Giuseppe m'a demandé de faire un talk, j'ai donné un résumé. Et en fait, j'ai mis 2 sujets. Et quand j'ai commencé à préparer le talk, je me suis rendu compte que c'était complètement impossible de parler de ces 2 sujets. Donc je vais parler d'un des 2. Je vais parler du premier. Donc je vais vous parler de reconnaissance de polyèdres digitaux. Donc vous allez voir, c'est un problème qui se pose assez simplement. Et en fait, on va voir que quand on va essayer de le résoudre, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont pas si simples que ça à résoudre. Donc je vais commencer par un peu de background donc, sur ce que c'est que la géométrie digitale, mon domaine principal de recherche. Après, je présenterai le problème. Par la suite, je vais introduire des objets, que je vais appeler des joyaux, des objets géométriques qui vont nous aider à la résolution du problème. Alors, un petit peu de framework. Donc, on a un certain nombre d'applications dans différents domaines dans lesquels on va avoir besoin de géométrie. Donc, ces applications, ça peut être la fabrication d'objets. Donc par exemple avec une imprimante 3D, ça peut être de la simulation où on va faire des méthodes d'éléments finis, ça peut être de la fabrication d'images, par exemple dans des jeux vidéo, pour des films d'animation, pour de la réalité augmentée. Dans ces différents domaines, vous avez quelque chose qui nous intéresse particulièrement, qui est le sujet un sujet intéressant, c'est la géométrie. Donc dans toutes ces applications, une des informations importantes pour ces problèmes-là, c'est l'information géométrique. Cette information géométrique, elle est stockée dans ce qu'on va appeler un modèle géométrique. Ces modèles géométriques, ils peuvent avoir 2 origines différentes. Ça peut être l'imagination de designers, d'architectes qui vont créer des formes, ou ça peut être de l'acquisition de formes réelles. Ça peut être de l'imagerie médicale qui va vous donner la forme d'un organe. Ça peut être la vision par ordinateur. Vous allez avoir des scènes urbaines, par exemple, qui vont être vues et qui vont être reconstruites en 3D. Voilà. Donc, vous avez 2 sources pour ces modèles 3D, donc l'imagination et puis le monde réel. Ces modèles 3D, il y a différentes façons de les stocker dans l'ordinateur, dans la mémoire de la machine. La forme la plus brute sont des nuages de points, donc simplement des listes de points avec leurs coordonnées. Ça peut être des ensembles de voxels, donc là c'est un petit peu différent, enfin, toute petite différence par rapport aux nuages de points, c'est que là en fait on considère que l'espace il est structuré en petits cubes et, qui sont dans une grille 3D, et donc là on a des coordonnées de ces petits cubes. Donc là on va avoir des coordonnées entières pour chacun de ces petits cubes si on considère qu'on a la grille des entiers. Ce qui est le plus utilisé en informatique graphique, ce sont les maillages, donc avec des formes qui sont stockées sous la forme de triangles ou de polygones. Voilà, donc on a la liste des polygones. Après on a des modèles qui sont un peu plus avancés avec des surfaces paramétrées ou des surfaces de subdivision, ou aussi des courbes de niveau, donc des définitions un petit peu mathématiques d'objets. Si on parle de données qui sont issues du monde réel, les systèmes d'acquisition en général ils vont vous fournir des ensembles de voxels parce que les systèmes d'acquisition ont une certaine résolution et donc on peut considérer qu'on a en sortie un ensemble de voxels. Là on a un petit exemple avec un scanner qui a donné un modèle d'un petit bout de neige, donc d'un flocon, je ne sais pas si c'est un flocon, hein, en tout cas un petit bout de neige. On voit que si vous êtes très près, voilà, il y a des petites, un crénelage, on voit que ce sont des voxels. Donc très souvent quand on a des systèmes d'acquisition, on va récupérer des données qui sont des données digitales, donc des données avec des entiers. Et puis très souvent quand on va vouloir traiter ces données et fournir un résultat, ce résultat il va être aussi digital sous la forme d'un entier, ou des fois on pourrait se satisfaire on pourrait avoir des trucs qui ne sont pas vraiment digitaux, mais bon, on a un calcul à faire en tout cas. Ce calcul, la question qui se pose, c'est on le fait comment et quel type de nombre on va utiliser, quelle arithmétique on va utiliser pour faire ces calculs.
on a le choix, globalement, entre l'arithmétique entière et l'arithmétique flottante. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si on est sur de l'arithmétique entière, le gros avantage, c'est que les calculs ils sont exacts. L'inconvénient, c'est que les mathématiques, pour travailler uniquement avec des entiers, elles sont assez limitées. Dès qu'on veut faire de la géométrie, par exemple la trigonométrie, on veut appliquer un cosinus ou un sinus, voilà, on est limité. Donc il y a certaines... les mathématiques sont beaucoup plus développées, les mathématiques continues sont plus développées que les mathématiques discrètes, et en particulier en géométrie. Si on fait des flottants, c'est beaucoup plus près des mathématiques continues. Par contre, il y a ces problèmes d'exactitude. Si on fait des calculs d'intersection, donc ça peut poser des problèmes. Donc on a le choix, quand on fait le calcul, d'utiliser soit l'arithmétique entière, soit l'arithmétique en flottante. Comme on veut aller de quelque chose qui est digital à quelque chose que digital, plutôt d'entiers vers des entiers, le chemin direct, ce serait d'utiliser que des entiers. Mais le choix le plus populaire, c'est le plus classique, le plus habituel, c'est de faire le détour par les nombres flottants pour faire des calculs. Voilà, comme ça, on ne s'embête pas, on utilise tout l'arsenal mathématique. Même s'il y a des problèmes d'approximation qu'on peut mettre sous le tapis. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se fait en général. Moi, je suis plutôt parmi les gens qui essaient de faire le chemin direct. La question, c'est, d'accord, ok, on a des données qui sont par exemple une forme qui est composée de voxels. On veut calculer une courbure. Dans quelle mesure on peut éviter de passer par les flottants pour faire ce calcul de courbure? Voilà. Genre de question... qui nous intéresse. Donc pour faire ça, il faut développer des mathématiques qui sont essentiellement basées sur les nombres entiers, des mathématiques et des algorithmes qui utilisent uniquement les entiers. Donc par exemple, on va définir des objets géométriques qui vont être un hyperboloïde digital. On va décomposer une courbe composée de pixels successifs en segments de droite. Ça, c'est le genre d'outils qu'on va développer en géométrie digitale. L'idée étant d'avoir une boîte à outils après qui nous permet de travailler, de résoudre un certain nombre de problèmes sans passer par les nombres flottants. Donc la géométrie digitale, on l'a définie comme la géométrie de Z2, Z3 ou Z puissance D, là où la géométrie euclidienne est plutôt la géométrie de R2, R3 et RD. Donc ça, c'est le cadre général. Donc là, vous avez par exemple des illustrations d'objets digitaux, là, une sphère digitale. Voilà. Ça, c'est le cadre général dans lequel je vais vous présenter un problème qui est un problème spécifique qui va nous intéresser le moment qui vient. Donc, trois images. À gauche, je vous ai mis le type d'objet, en fait. Je vous ai mis le type d'objet sur lequel on va travailler. On va travailler sur des polyèdres digitaux. Je vais le définir dans les slides qui suivent. Mais bon, vous voyez, globalement, on a pris un polyèdre et on a pris l'intersection avec la grille. Donc, en géométrie continue, on a cette notion de polyèdre à n faces. Ce qu'on peut faire, c'est on peut le discrétiser sur la grille. Ça veut simplement dire qu'on va prendre les points de la grille qui appartiennent au polyèdre. Donc on prend son intersection avec la grille. Ça s'appelle la discrétisation de Gauss. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un objet de géométrie digitale. Donc un polyèdre digital à n faces, c'est simplement l'intersection avec la grille, avec ZD d'un polyèdre à n faces. Dans réel. Alors, donc là, premier exemple avec un triangle. Voilà, donc on a un polyèdre digital à 3 faces, avec un quadrilatère, un polyèdre à 4 faces, pareil à 6 faces, etc. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Le problème qui m'intéresse, c'est le problème inverse. C'est maintenant, je vais avoir l'ensemble de points. Vous me voyez venir là, donc je prends cet ensemble de points-là. La question, c'est, je me demande, oui, mais alors cet ensemble de points, je vais choisir aussi un entier n. Alors là, dans l'exemple, je vais prendre n égale 4, je crois. Et la question que je pose, c'est, est-ce que cet ensemble de points noirs est un polyèdre digital à 4 faces? Voilà.
Ça veut dire que ce que je vais essayer de faire, c'est que je veux mettre mes points noirs dans un polygone convexe à 4 faces. Je veux que tous les points noirs soient dedans, donc celui-là il n'est pas valide, le bleu là il n'est pas valide parce que ce point noir là je l'ai raté, il n'est pas à l'intérieur, donc ça c'est pas bon. Si j'essaie de le mettre dedans, ah bah oui je l'ai mis dedans, mais mince, j'ai mis un point gris dedans. Du coup l'intersection de mon polyèdre rouge avec ma grille c'est pas S, il y a un point en plus. Alors là celui-là il est mieux, je pensais qu'il était mieux, mais là j'ai un peu raté mon dessin parce que j'ai aussi rajouté ce point gris. Donc ça veut dire qu'on va rechercher un polyèdre à n faces qui contient mes points noirs et qui contient aucun point gris. Alors si on parle de polyèdre et de points à coordonnées entières, c'est donc de polyèdre, alors en anglais on va dire polyèdre et puis lattice, dans le sens de Z2, dans le sens de réseau, et pas de treillis. C'est une vieille histoire qui remonte même jusqu'à Newton avec les polynômes, les supports des polynômes. Mais on pourrait dire plutôt même, plus récemment, Minkowski, fin du 19e siècle, avec un certain nombre de résultats, mélange géométrie convexe et lattice polytope, je vais dire polytope entier, je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Voilà. Donc c'est un vieux domaine dans lequel il y a eu de nombreux résultats mathématiques, théorème de Minkowski, la formule de Peake qui permet de compter le nombre de points entiers dans un polygone simple, l'algorithme de Barvinock pour calculer le nombre de points entiers dans un polyèdre, et puis un certain nombre de résultats de classification des polyèdres entiers. Donc c'est un domaine, je crois que traditionnellement on l'appelle la géométrie des nombres, peut-être qu'en termes anglo-saxons il y a d'autres appellations. Ça c'est pour les mathématiques, et puis du côté informatique, il y a ce problème-là qui est archi-classique, qui est très important, qui est le problème où on a un polyèdre, donc défini par des inégalités, et on se pose la question, oui, mais alors quels sont les points entiers qui sont à l'intérieur, et en particulier quel est le point entier qui va maximiser une certaine fonction. Donc ce problème de programmation linéaire entière, on peut le décrire de cette façon-là. On a en entrée un polyèdre P, défini par des demi-espaces, et puis on veut trouver les points entiers qui sont à l'intérieur. Voilà. Globalement, ça c'est la programmation linéaire entière, je raccourcis, je n'ai pas mis la fonction qu'on veut optimiser. Nous, le problème qui nous intéresse, eh bien d'une certaine façon, c'est de faire la réciproque. C'est-à-dire que nous, on a les points entiers, on a les points, et ce qu'on veut retrouver, c'est le polyèdre qu'on avait au départ. En tout cas, on veut retrouver un polyèdre avec le plus petit nombre de faces possible, ou alors je peux fixer le nombre de faces et puis chercher le polyèdre avec un nombre fixé de faces. Ça revient à peu près au même. Donc on a les points entiers, donc c'est un problème qui, voilà, ça interpelle de se dire, bon, c'est d'une certaine façon la réciproque d'un problème qui est vraiment très très important en informatique, en combinatoire. Donc là, on essaie de faire la réciproque. Alors on va se dire, la réciproque, oui, alors est-ce que ça peut être, c'est forcément facile, difficile? C'est un peu ça qu'on va explorer. On va se rendre compte que, bon, a priori, le problème se pose assez simplement. Donc, je reviens sur ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, l'idée, ça va être on a les points noirs, on a les points gris, on veut les séparer par un polygone convexe avec un polyèdre à une face. Voilà, ça c'est ce qu'on veut faire. En géométrie algorithmique, ce type de problème, ça s'appelle la séparation polyédrale. Donc, mes points qui sont à l'intérieur, les noirs, là je vais les appeler des inliers, les points qui sont à l'extérieur, les gris, je vais les appeler les outliers. Donc c'est un problème de séparation d'inliers et d'outliers par une certaine forme qui est un polyèdre avec un nombre fixé de faces. Ces problèmes-là, ils ont été largement étudiés dans les années 80, depuis les années 80 en géométrie algorithmique. Donc je vais m'attarder un petit peu sur l'état de l'art sur ce problème. Donc,
Donc le problème, il se formule de la façon suivante. Vous avez des points, des inliers, c'est des points verts. Vous avez des outliers, c'est des points rouges. Vous avez un entier n, et vous posez la question, est-ce qu'il existe un polyèdre à n faces qui sépare mes points verts de mes points rouges, mes inliers et mes outliers? Donc voilà, ce problème-là, d'un point de vue algorithmique, quelle est sa complexité? Alors, premier cas, si on fixe le nombre de faces à 1, ça veut dire que j'ai droit à un seul demi-espace. Autrement dit, donc si je fixe n à 1, comme ici, ça veut dire que je veux séparer les points rouges des points verts par un hyperplan. Donc ça, c'est de la programmation linéaire. Si on est en dimension fixée, programmation linéaire, c'est en temps linéaire. L'algorithme de Megiddo qui fait ça. Si on fixe la dimension à 2, et cette fois je prends un n arbitrairement grand, la complexité, ça va être du n log n. Alors comme j'ai pris n comme nombre de demi-espaces, je vais mettre k log k, et k c'est le nombre de points au total. Donc en dimension 2, pas de problème, on a des algorithmes qui restent efficaces. On passe en dimension 3, donc ça c'est un résultat qu'il faut que j'écrive. Donc c'est NP hard, sauf erreur dans la preuve. Donc en dimension 3, le problème va devenir difficile. Mais c'est pas très grave pour nous, parce que de toute façon, on ne va pas être à ce niveau-là de l'étude de complexité. Voilà. Donc on a notre problème. Donc si je reviens à mon problème de reconnaissance de polyèdres digitaux, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant. C'est que si je regarde mon ensemble de points noirs, très bien, j'ai un ensemble fini. Mais si je regarde mon ensemble de points gris, donc les points du complémentaire de mon ensemble dans ZD, cet ensemble de points gris n'est pas fini. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser les algorithmes de géométrie algorithmique tels qu'ils sont donnés, parce que là, moi, j'ai pas affaire à un nombre fini de points pour les inliers, mais j'ai un nombre infini de points pour les points extérieurs, pour les outliers. Ça veut dire que d'une certaine façon, j'ai un problème avec un nombre fini de contraintes qui viennent des points noirs, mais un nombre infini de contraintes qui viennent des points gris. Donc ça, c'est embêtant. Et en particulier, du coup, j'ai pas d'algorithme. Alors, pour expliquer un petit peu ce que j'entends par décidable, j'entends par décidable que pour moi, je sais que le problème est décidable si j'ai un algorithme qui va répondre à la question en un temps fini. Voilà. C'est certainement une vision naïve des choses, mais voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'algorithme à cause de ce nombre infini de points gris. Je n'ai pas directement un algorithme qui me dit, voilà, j'applique cet algorithme et je sais qu'en un temps fini, je vais avoir une réponse. Donc ma question, c'est est-ce que ce problème-là, il est décidable ou pas? Puisque c'est pas tout à fait trivial de savoir que ce problème est décidable. Donc je ne sais pas s'il est décidable. Voilà. Donc je vais introduire, donc ça c'est la question. Alors, on pourrait dire, on va commencer par faire une chose qui est assez bête, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Se dire, ben voilà, j'ai mes points noirs, je voulais séparer des points gris, mais les points gris, est-ce que ce point gris-là, il a des chances d'être à l'intérieur? Bon, je pense que ce point gris-là, il n'est pas très important pour mon problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur les points qui sont des points voisins de mes points noirs. Donc, je vais oublier les points, un certain nombre de points gris. Je vais considérer uniquement les points qui sont voisins de mes points noirs. Je vais considérer que les points rouges. Alors, je peux avoir une solution avec mes points rouges et mes points bleus, mais il se trouve que cette solution, elle peut traverser mon ensemble de points rouges, et je peux avoir des points qui sont des points gris qui ne sont pas des points rouges, mais qui sont dans ce que j'ai calculé comme solution. Donc cette solution-là, elle est peut-être valide pour les points bleus et les points rouges, mais quand je vais repasser à mes points noirs et mes points gris, elle sera plus valide. Donc cette approche-là, elle ne marche pas. Je ne peux pas restreindre mon ensemble d'outliers aux points qui sont des voisins de mon ensemble. Mais l'idée en elle-même n'est peut-être pas stupide. L'idée, ce serait de dire, ok, alors tous mes points gris, je peux peut-être essayer de restreindre, de réduire cet ensemble de points gris. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Pour ça, on va faire
un petit peu de géométrie en prenant un ensemble de points. Donc ça, c'est donc je quitte la grille. J'ai un ensemble de points dans le plan ou dans l'espace. Il a une enveloppe convexe, ça c'est mes inliers. Et puis je vais prendre un outlier, donc je vais prendre un point qui est à l'extérieur de l'enveloppe convexe. Vous voyez que ce point-là, il va définir ce que je vais appeler l'ombre du point X. Cette ombre, c'est une sorte de cône qui est derrière le point X. En fait, on peut le définir comme l'ensemble des points. Si je prends, voilà, c'est ici, si je prends un point Y, je prends son enveloppe convexe avec in, eh bien, le point X va être à l'intérieur. Donc voilà une définition de ce que je vais appeler l'ombre. C'est les points dont l'enveloppe convexe avec in contient le point X. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Et on va introduire une relation. Cette relation, c'est simplement que Y est dans l'ombre de X. Donc je vais noter comme ça, Y est dans l'ombre de X. Voilà. J'ai mis le symbole comme ça, parce que ça fait un peu penser à... Voilà. Alors, il se trouve que cette relation, c'est une relation d'ordre partiel. Elle est réflexive, donc X est dans l'ombre de X. Elle est transitive, parce que l'ombre si un point Y est dans l'ombre de X, ben son ombre, elle est incluse dans l'ombre de X. Et puis elle est antisymétrique. Donc on a une relation d'ordre partiel. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais plus uniquement considérer un point, un ensemble d'outliers, un outlier, mais un ensemble d'outliers. Et ce qui se passe, c'est que je vais définir l'ombre de mon ensemble de points comme l'union des ombres de tous les points. Donc je vais faire l'union de tous les ombres de tous les points. Voilà, il y en a un certain, on ne va pas toutes les faire. Voilà, on s'arrête là. Et là, si on fait ça, eh bien, on voit qu'il y a des points particuliers qui arrivent. Donc ce sont les points qui sont là. Je vais mettre voilà, en rouge. Et ces points-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, sont les minimums de mon ensemble. Donc j'ai une relation d'ordre partiel et ben, mon ensemble out, il a des minimums. Et ces points-là sont les minimums. Donc ce sont ces minimums qui vont définir l'ombre de mon ensemble. Ces minimums, vous voyez, alors moi, tout à l'heure, Guillerme, il avait une couronne. Moi aussi, j'ai une couronne. Ma couronne, c'est mon ensemble blanc. Vous voyez, ça fait un peu une couronne avec des pics. Et du coup, ces points rouges, je les ai appelés les joyaux. Ce sont les joyaux de la couronne. Et donc, on a ces éléments minimaux des outliers, on les appelle les joyaux. Les joyaux, en fait, d'une certaine façon, ça joue pour les outliers, ça joue le même rôle que les sommets pour l'enveloppe convexe. Hein. C'est une notion, c'est un peu comme les sommets, mais c'est pour les points à l'extérieur. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut séparer les points noirs des points gris par quelque chose qui va être convexe, j'ai pas besoin de considérer les points qui sont derrière, parce que ces points là qui sont pas minimaux, en fait, ils seront forcément du côté des points rouges. On peut pas faire quelque chose qui est convexe, qui contient in et qui contient un point gris ici, sans contenir ce point rouge. Donc en fait, mes solutions qui séparent in et out, et ben en fait, elles séparent, c'est exactement ce qui sépare in des joyaux. Donc je peux réduire mon ensemble de points de outliers à mes points rouges. Donc là, on est content. Donc nous, on a notre problème qui est posé sur la grille. Nos inliers, ils sont les points noirs. Donc maintenant, on va regarder à quoi ressemblent les outliers. Qu'est-ce que c'est que les joyaux si on considère ces deux ensembles? Mais les joyaux, ça va ressembler à ça. Donc on a un certain nombre de points rouges. Bon, j'ai quelques autres exemples. Donc on les appelle la TJ Wells. Voilà. Bon. Ça c'est un autre exemple. Ça c'en est un autre. Et encore un autre. Et je crois, voilà, ça c'est le dernier. Alors, donc le problème qu'on a, c'est séparer les points noirs des points rouges. Donc jusque-là, tout va bien. Mais il se pose quand même une question. C'est est-ce qu'on a toujours un nombre fini? Puisque ce qui nous embêtait, c'est qu'on n'avait pas un nombre fini de points gris. Mais est-ce qu'on a toujours un nombre fini de points rouges? Alors si on regarde les quelques exemples qu'on a là, ça se passe plutôt bien. Mais malheureusement, celui-là ne se passe pas très bien. On voit que celui-là, il a un nombre infini de joyaux.
Et donc il y a des cas qui commencent à être un peu moins sympathiques. Donc, puisqu'on a certains cas avec un nombre infini de joyaux, il faut se poser la question, oui, mais alors, d'accord, mais quand est-ce que cela arrive? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est réservé à des cas très particuliers? Ce qui sous-entend une autre question, en fait, quelle est la structure de ces ensembles de points rouges? Quelle est la structure des joyaux? Donc, quand j'ai présenté pour la première fois cette notion de joyaux, en 2016, un exposé à cette conférence qui s'appelle DGCI, Conférence de géométrie digitale. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui s'appelle Pierre-Antoine Guilleneuf, et puis il m'a dit « Oui, mais est-ce que je pourrais écrire un exercice à partir de ça pour un tournoi ?» Alors, bien sûr, j'ai dit oui. Et puis, il a effectivement écrit un exercice qui est devenu un exercice du tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens en 2017. C'est un tournoi qui est fait par des lycéens. Donc les lycéens sont par équipe dans un lycée, ils travaillent avec un enseignant et ils planchent sur un certain nombre d'exercices. Là, il y a eu un exercice qui s'appelait l'arbre qui cache la forêt. Comme ce sont des lycéens, ils ont des notions qui sont... on peut pas il n'y a pas de notions mathématiques trop complexes, mais là, ça s'y prêtait plutôt bien. Et il a posé un certain nombre de questions, des questions pas du tout triviales. Est-ce qu'on peut faire des ensembles de joyaux de toutes les tailles, de 3, 4, 5, 6, 7 avec tous les cardinaux? Est-ce que si j'itère le processus de prendre les joyaux, reprendre l'ensemble de points, reprendre les joyaux, reprendre l'ensemble, on a un système dynamique, que se passe-t-il? Voilà, donc il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Les lycéens qui ont planché sur ces questions-là ont vraiment fait du bon travail et ils ont trouvé comment étaient structurés les joyaux en dimension 2. Donc les quelques slides qui suivent sont directement inspirés de leur travail. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les lycéens? Ils ont trouvé que quand on prend une face ou une arête, puisqu'on est en 2D, une arête de l'enveloppe convexe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la droite support, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre la droite qui est juste à côté. La droite juste à côté, ça veut dire qu'on n'a aucun point entier qui se trouve à l'intérieur de cette bande. C'est la droite différentielle qui est décalée d'un pas. Voilà. Et on voit tout de suite qu'il y a 3 points qui sont sur cette droite-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais itérer ce processus. Je vais prendre les autres arêtes. Donc si je prends celle-là, j'ai ça, ensuite ça. Voilà. Et on se rend compte qu'en faisant ça, eh bien, on a trouvé tous les points, tous les joyaux. Donc en fait, cet objet-là qu'on a obtenu en décalant les bords, les faces de mon convexe au minimum, on pourrait appeler ça la dilatation arithmétique de l'enveloppe convexe de S. Et en fait, les joyaux, ce sont les points qui sont sur le bord de cette dilatation arithmétique. Voilà. Donc, en dimension 2, OK, on a la structure de l'ensemble des joyaux, dilatation arithmétique de l'enveloppe convexe de mon ensemble de points. Et on se rend très vite compte que quand on a quelque chose qui est non dégénéré, la dilatation arithmétique de mon ensemble de points, de mon enveloppe convexe, ça va forcément faire quelque chose de fini. Donc le seul cas dans lequel on peut avoir un nombre infini de joyaux, c'est celui-là. Donc en dimension 2, en fait, ce cas-là, c'est le seul cas un peu embêtant. Et puis dans ce cas-là, reconnaître un polyèdre digital, oui, ça on peut le mettre dans ce qu'on veut. On peut le mettre dans un triangle, on peut le mettre dans... Voilà. Donc aucun problème avec ce cas-là. Et les cas restants, eh bien les cas restants, on sait qu'ils ont un nombre fini de joyaux, et dans ce cas-là, on peut faire appel aux algorithmes de GeoAlgo classiques. Donc ça en 2D, c'est bon. Et du coup, on a fait, alors en termes de complexité, avec Loïc Crombé, qui est le doctorant qu'on a avec Guillermet à Clermont, du coup on a un algo linéaire, en temps linéaire, pour reconnaître les polyèdres digitaux. Voilà. Ça c'est la 2D, donc en 2D, un temps linéaire, c'est bien, on est content. Qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure? Est-ce que cette structure, avec la dilatation arithmétique, est-ce qu'elle est encore valide? Est-ce qu'on peut encore faire les choses de la même façon? La réponse, c'est pas oui. C'est non, en général, c'est non.
En fait, cette structure avec la dilatation arithmétique, elle marche, elle reste valide à une condition. Cette condition, c'est que quand on prend les faces de notre polytope, de notre enveloppe convexe, donc il y a des points du réseau qui sont sur cette face, donc on a un sous-réseau. Donc quand on prend une face de notre enveloppe convexe, il y a un sous-réseau, et en fait, ce sous-réseau, il a un volume fondamental, et si la face, elle contient un volume fondamental, alors c'est bon. Donc si toutes les faces contiennent un volume fondamental du sous-réseau, alors on peut appliquer la construction qu'on avait en 2D. Par contre, on peut très bien avoir des faces qui sont comme ça. Vous avez une situation comme ça. Du coup, on n'a plus de volume fondamental qui est inclus du réseau, qui est inclus dans la face. À ce moment-là, la construction ne marche plus. Et ces cas-là, donc ces mauvais cas, eh bien, on peut en construire assez facilement. Là, vous avez un exemple avec, donc c'est un exemple à 2 niveaux. Vous avez une pyramide, donc avec un carré dans la base et puis un point qui se trouve au sommet. Et dans ce cas-là, l'ensemble des joyaux, c'est tous les points. Vous pouvez rajouter tous les points tels que, ça c'est il n'y a pas de point entier sur le segment. Donc là, on a un cas en 3 dimensions qui n'est pas dégénéré, mais qui a un nombre infini de joyaux. Donc ça commence à pas très bien se passer. En fait, on peut faire le catalogue de tous les cas où on a des ensembles de points en dimension 3 qui ont un nombre infini de joyaux. En fait, ils ont tous une épaisseur arithmétique, donc lattice width, qui est égale à 1. Donc on va avoir soit ceux qui sont dégénérés, soit des pyramides, soit ce genre de tente, un peu comme une tente avec ici un segment au 2e niveau. Donc là, en dimension 3, on peut faire le catalogue des cas avec un nombre infini de joyaux. Ce qu'on ne pourra pas faire en dimension 4. En dimension 4, je suis complètement incapable de faire, de faire le travail de référencement que j'ai fait là. Je ne peux pas le faire en dimension 4. Mais en dimension plus grande que 3, on peut quand même montrer quelque chose. Cette chose, c'est que quand l'enveloppe convexe contient un point à l'intérieur, donc quand l'intérieur de l'enveloppe convexe contient un point, alors le nombre de joyaux est fini. L'idée, donc quelques exemples, vous voyez que par exemple ici, donc là je les ai fait en dimension 2, mais ça c'est, donc on est en dimension D. Lorsqu'on a un point entier qui est à l'intérieur de l'enveloppe convexe, comme ici ou ici, là on est sûr qu'on va avoir un nombre fini de joyaux. Et ces exemples-là, par contre, ne fonctionnent pas parce que j'ai pas de point entier à l'intérieur. Alors, comment on fait pour montrer ce résultat-là? L'idée de la preuve est la suivante. On va dire que si on a un nombre infini de joyaux, alors par compacité de la sphère, il va y avoir accumulation sur un point de la sphère. Il va y avoir une direction dans laquelle ils vont s'accumuler. Donc si on a un nombre, je redis, si on a un nombre infini de joyaux, ils vont forcément s'accumuler dans une direction. Et cette direction-là, du coup, quand on a des points qui vont s'éloigner dans une direction, on pense au cône d'ombre de mon ensemble. Quand on va avoir un cône, eh bien en fait ce cône-là, du coup, il va empêcher de s'approcher de cette direction, et on va montrer que ça conduit à une contradiction. Bon, c'est très succinctement, l'idée de la preuve, c'est de se dire qu'on va avoir des points qui vont s'accumuler dans une direction, et du coup, ça conduit à une contradiction. Donc, on a ce résultat général en dimension quelconque, qui est quand on a un point à l'intérieur. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de point entier à l'intérieur, ça s'appelle des polytopes creux. Ils sont creux. Donc, le mauvais cas, c'est ceux des polytopes des enveloppes convexes creuses. Voilà, ça, c'est le mauvais cas. Alors, maintenant, les résultats. Je vais donner un petit peu les résultats qu'on a établis et ceux qui sont ouverts, les problèmes ouverts. Alors, je vais les classer donc d'abord par dimension. On va être en dimension 2, 3 et puis plus grande que 3. Et puis là, la difficulté croissante. Donc, ce que je vais mettre, c'est ici les cas où j'ai un nombre fini de joyaux. Donc, quand j'ai un nombre fini de joyaux, je n'ai pas de problème de décidabilité parce que je peux faire mon algorithme, les algorithmes de GeoAlgo pour répondre à la question. Ici, j'ai un nombre fini de joyaux, mais
c'est décidable quand même, parce que j'ai quand même un algorithme qui me permet de répondre. Et là, le cas, dans cette colonne-là, c'est les cas je ne sais pas résoudre. Je n'ai pas d'algorithme aujourd'hui pour répondre à la question. En dimension 2, on a vu que le seul cas où on a un nombre infini de joyaux, c'est le cas du segment, celui-ci. Ce cas-là, il est trivial, donc il n'y a pas de difficulté. Tous les autres cas, ils sont ici, ils ont un nombre fini de joyaux. Autrement dit, le problème de la décidabilité en dimension 2, il n'y en a plus, c'est bon. En dimension 3, ces cas-là, en fait, dans ces cas-là, ils ont un nombre infini de joyaux, mais on peut se débrouiller d'une certaine façon. Par exemple, dans ce cas-là, on va se ramener à un problème qui va être dans le plan. Dans ce cas-là, on se ramène aussi à un problème qui est dans le plan en se débrouillant pour rajouter ce point à l'intérieur. Ce cas-là, il est un peu plus compliqué. Mais globalement, ces trois cas-là, on arrive à se débrouiller, et puis les autres, ils ont un nombre fini de joyaux, donc c'est bon, on n'a pas de problème ouvert. En dimension D, et bien là, en fait, c'est binaire. On a soit des polytopes qui sont non creux, donc il y a un point entier à l'intérieur. Donc là, c'est bon, on a un nombre fini de joyaux. Par contre, pour tous les polytopes creux, là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'algorithme pour me dire, est-ce que ce polytope creux, par exemple, imaginez un polytope creux qui a un grand nombre de faces, est-ce que je peux réduire son nombre de faces? Est-ce que je peux trouver un polytope avec moins de faces qu'il contient, mais qui contient un autre point, aucun autre point entier? Je n'ai pas d'algo pour faire ça. Donc ce problème-là, il est ouvert. Alors en fait, c'est pas très étonnant de voir apparaître les polytopes creux, parce que les polytopes creux sont vraiment c'est un nœud de difficulté en géométrie des nombres. Donc là, par exemple, j'ai pris un talk récent de Francisco Santos sur les polytopes creux. Donc c'est un talk de 2018. Donc c'est vraiment un sujet d'intérêt en mathématiques, les polytopes creux. Un sujet qui intervient dans la classification des... Alors pas seulement des polytopes creux, mais plus généralement des polytopes. Voilà, c'est un sujet d'intérêt en mathématiques. Donc, dans ce cas-là, pour ces polytopes creux en dimension supérieure à 3, savoir si on peut reconnaître les polyèdres digitaux, savoir si ce problème-là est décidable, c'est un problème ouvert. Ce qui est quand même un peu surprenant, parce que le problème s'énonce quand même très très simplement. Mais aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas d'algorithme pour le faire. Alors, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui a travaillé sur le sujet, puisque dans les références, les contributions sont... il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Eux, en fait, ont surtout posé le problème en disant c'est un problème ouvert. Voilà, donc moi, ce problème-là, je le trouve intéressant. J'espère que d'autres contributeurs participeront pour résoudre ce challenge. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.